Évreux en Normandie, c'est le début du mois de mai. Il est à peine 9 h ce matin-là. Ils sont une dizaine à s'être donné rendez-vous en terrasse, en plein centre-ville. Parmi eux, Arnaud, 32 ans. Lui, comme les autres, appartient à la même entreprise. Et cette journée qui s'annonce risque bien de changer leur vie. Non, ça va. Je suis convoqué à midi. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, on me donne... j'ai ma convocation. Moi j'en ai eu pour 5 minutes donc... Donc on me dit si je suis licencié ou pas. J'ai l'impression d'être à la veille d'un examen. Et tu sais qu'on est tous devant une liste, puis j'ai eu mon diplôme, mais là en fait t'as aucune carte dans les mains, tu vois, c'est même pas ce que t'as fait dans l'entreprise, c'est... Voilà, c'est ça, c'est même pas ce que t'as fait. Ils sont agents de production et de fabrication pour l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Ils gagnent 1 600 € net par mois. Il y a 3 mois, personne ne se doutait que la société annoncerait un plan de licenciement. 800 suppressions de postes, soit quasiment un salarié sur 2. Mais qui va rester? Qui va devoir partir? Aujourd'hui, ils vont être fixés. En fait, vu que le processus il a duré quand même un peu plus de 3 mois, au moins là on arrive... Après c'est fini quoi. Viré, pas viré, mais au moins c'est fini. Le monde qu'il y a, bah c'est tous les gens qui sont sortis de leur entretien. C'est quoi? Bah oui, tu veux que ça soit quoi? Garde-toi là, Roland, garde-toi là. C'est que je me gare, y a pas de place. Devant l'entrée de l'usine, c'est le défilé des licenciés. Ceux qui attendent leur tour côtoient ceux qui savent déjà. Salut, tout ça midi? Non, moi à 2h30. Midi, moi j'y vais là. Midi, moi aussi j'y vais là. Il va falloir positiver là, parce que... Ouais, mais quand tu sais que tu pars dans 1 an, tu positives pas là. T'es passé là? Ouais. Tu pars dans 1 an? Putain. Je suis en 2010. Allez, Coco. Allez, ma bichette. Ils ont même pas regardé les critères. Mais ils sont en branle, c'est des salopards. C'est des salopards. Ça fait mal à la gueule de voir les gens pleurer. Hein. C'est nouveau collègue? Ouais. Allez, licencié. Licencié, 20 ans de boîte. Les gamins, aucun critère. Hein. Critères sociaux. Et voilà, c'est dit. Et pour eux, impossible de comprendre quels ont été les critères de sélection. Impossible de savoir ce qui les attend. Midi, c'est l'heure du rendez-vous pour Arnaud, peut-être son dernier entretien avec son manager. L'entreprise qui licencie, c'est le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline ou GSK. Une multinationale britannique qui a pourtant réalisé en France un résultat bénéficiaire de 35 millions d'euros en 2008. Un site que les pouvoirs publics ont pourtant toujours aidé et subventionné depuis leur arrivée. Mais aujourd'hui, la société veut remporter de nouveaux marchés à l'étranger et pour cela doit produire moins cher. Alors, elle se sépare d'une partie de ses employés. Un quart d'heure plus tard, Arnaud est fixé sur son sort. Non. Ah bah oui. Je t'ai dit, ça va être les jeunes qui vont sauter là. Chez nous, c'est... Je comprends pas. Alors comment ils vont faire pour faire tourner leur truc? Le 30 juin. Moi, je vais finir le week-end, puis c'est vrai qu'il y a au revoir. Non, ouais, 1 mois et demi. Vous pensez que ce sera aussi rapide? Ouais, tant mieux, tant mieux. 13 ans de boîte, fini. Je suis viré. Devant les grilles de l'usine, un manager fait une pause cigarette entre 2 entretiens. Il est chargé d'annoncer la nouvelle aux salariés. Pas si simple pour lui. Et vous restez? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez fait passer des entretiens pour annoncer aux gens qu'ils restaient ou qu'ils partaient, et vous, en sachant que vous partez. Ouais. Vous partez quand, vous? 30 septembre 2009. Comment vous l'avez pris, vous, quand on vous l'a annoncé? Je savais que mon poste était supprimé. La seule inconnue, c'était la date de départ. Le fait que le groupe fasse des bénéfices, le fait que le groupe ait touché des subventions, ça vous... Bienvenue dans le capitalisme. Non, mais c'est la loi du marché. Des sociétés qui font des bénéfices, touchent des aides publiques et qui n'hésitent pas à licencier pour faire plus de profit. Bienvenue dans le capitalisme. Nous allons vous raconter comment en France, les pouvoirs publics distribuent chaque année des milliards d'euros aux entreprises, sans véritable contrôle ni contrepartie. Alors qui en profite et pourquoi ? Le laboratoire pharmaceutique est implanté à Évreux depuis 1968. Avec 2000 salariés sur le site, GSK est le plus gros employeur de la ville. Au départ, l'histoire a tout pour plaire.
Ce film institutionnel date de 2006. On y apprend que le laboratoire produit tous les médicaments qui traitent les maladies respiratoires. 15 000 patients consomment chaque minute un médicament fabriqué à Évreux. Un site performant dans lequel le groupe investit 35 millions d'euros chaque année. En 2008, dans un autre film d'entreprise, le directeur de l'usine s'adresse aux nouvelles recrues. Il laisse alors entrevoir un avenir radieux. La vision pour Évreux 2010, c'est de faire du site une équipe incontournable dans la production et le développement de médicaments respiratoires pour ces patients. Ce que j'attends vraiment de vous, c'est de combiner ces valeurs. La qualité et la performance d'un site, c'est d'abord la performance et la qualité des femmes et des hommes qui le composent. Quelques mois plus tard, c'est l'annonce du plan social et l'usine se met en grève. Retour sur ce conflit. Nous sommes au mois d'avril et ce matin, les salariés mobilisés comptent une nouvelle recrue et pas n'importe laquelle, le maire socialiste d'Évreux, Michel Champredon. Si l'élu se déplace sur le site, c'est qu'il a beaucoup à perdre. Mais surtout, lui comme tous les élus locaux ont toujours beaucoup donné. Plusieurs millions d'euros pour l'aménagement de la zone sur laquelle est implantée l'usine, construction de routes, de ronds-points, plusieurs millions aussi en subventions directes pour aider l'entreprise à se développer. 7 milliards de livres de bénéfices, soit 19%. Donc nous, ils nous sacrifient. Il me semble important, par rapport à l'enjeu que ça représente sur le plan social, par rapport à l'enjeu que ça représente sur le plan de notre territoire, effectivement d'être aux côtés des salariés dans cette négociation rapport de force, parce que les choses sont comme ça. Alors ce matin, il prend part avec les grévistes à une opération d'intimidation. Pour l'occasion, le maire a affrété 2 bus de la ville. Direction le siège social de GSK France en banlieue parisienne. C'est là qu'aujourd'hui se négocie entre les représentants du personnel et la direction le nombre final de suppressions de postes. Une banderole, réalisée par les services de la mairie en soutien aux salariés de GSK, le maire déploie les grands moyens pour faire jouer son influence. Je ne sais pas s'il y a un responsable là, non? Oui. Directeur des services généraux. D'accord. Bon. Michel Champredon, je suis le maire d'Évreux. Enchanté. Voilà, donc on est venu, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On est venu avec une délégation d'élus et puis de salariés de l'entreprise pour témoigner de notre solidarité et de notre attachement à voir Glaxo rester à Évreux. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Si la direction peut me recevoir avec les élus, je suis preneur, oui. Okay. Merci beaucoup. Si le maire veut rencontrer la direction, c'est avant tout pour leur rappeler que la ville d'Évreux a toujours été très généreuse avec GSK et que l'entreprise lui est donc redevable. Une façon de faire pression sur le groupe. La réunion va commencer. Le maire et ses adjoints sont reçus par le président de GSK France. Pendant ce temps, devant les grilles de l'usine, les salariés attendent, consternés. C'est une entreprise qui a reçu aussi énormément de subventions publiques. Comment vous réagissez à ça? C'est encore notre argent, comme d'habitude. On paye et en plus de ça, ils nous virent. Et en plus, on ne doit rien dire, quoi. C'est normal qu'on se défende un petit peu quand même. 1 heure plus tard, le maire revient avec une bonne nouvelle. Tout calcul refait, en essayant de réorganiser un petit peu les choses, etc. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous annoncer, ce ne sera pas 798, mais 798 moins 70. 70 emplois sont préservés, mais très vite, il est obligé de la nuancer. Compte tenu qu'ils sont dans un marché concurrentiel mondial, leur stratégie d'aujourd'hui, c'est 2008-2012. Qu'au-delà de 2012, ils n'ont pas défini de stratégie d'entreprise et donc eux-mêmes sont dans l'incapacité de parler du devenir du site d'Évreux comme du site des autres. Quant aux subventions apportées par la ville d'Évreux à l'entreprise, elles ne semblent pas avoir pesé dans la balance. L'influence du maire a ses limites. C'est pas un peu pot de terre contre pot de fer, ce genre de combat? Si, c'est un peu pot de terre contre le pot de fer. Si, c'est vrai. C'est vrai. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que rien n'est négociable, puisque, bon, déjà, j'ai envie de dire, 70 postes de moins seront supprimés. Bon,
c'est quand même 70 personnes de plus qui travailleront, 70 familles qui vivront du travail du salarié de Glaxo. Donc c'est pas négatif. Hein. Je pense qu'il faut toujours faire pression et puis montrer que comment dirais-je, que élus et salariés sont au diapason. Maintenant, je pense que la négociation est quand même difficile, quoi. Hein. Un fonds de restructuration pour pas parler de grand ménage. Pour le maire d'Évreux, ce n'est que le début du combat. Mais un élu qui a aidé financièrement une entreprise a-t-il véritablement les moyens d'influer sur les décisions prises par ses dirigeants? Le directeur de la communication de GSK France a accepté de nous recevoir. Bien évidemment, pour lui, sur une logique de moyen pas de compte à rendre à la ville d'Évreux. Sur le site aujourd'hui. Depuis 40 ans de présence sur le site. Nous ne sommes pas du tout une entreprise qui, un peu caricaturale, qui est un prédateur, qui vient s'installer, qui bénéficie de subsides, qui les consomme et qui repart. C'est 40 ans de présence sur la ville d'Évreux. C'est 2000 emplois qui ont été créés au fur et à mesure de la construction. C'est des richesses énormes qui ont été élaborées ensemble. Donc oui, il y a un partenariat de qualité avec la ville d'Évreux et avec le département, bien sûr, qui ne s'est pas traduit en termes de subsides. Je pense que, objectivement, pour nous, cette relation qu'on veut maintenir, est une relation qui a été gagnant-gagnant. On a créé de l'emploi, des richesses, la ville a participé à cette croissance que nous avons autofinancée, à ma connaissance, à quasiment 100%. Ce n'est pourtant pas l'avis des politiques, qui étonnamment ont gardé peu de traces des aides versées à l'entreprise pendant 40 ans. Le président du conseil général de l'Eure, Jean-Louis Destan, n'a pu ressortir des archives du département qu'une subvention versée il y a 10 ans. On est intervenu au profit de GSK en 99 en accordant une subvention pas mince, hein, de 914 000 €, donc 1 million d'euros. Le conseil régional est intervenu à la même hauteur, donc 1 million. Et la ville d'Évreux a apporté 304 900 €. C'est une entreprise avec laquelle on a déroulé le tapis rouge en permanence, parce que quand vous avez près de 2000 salariés sur le site, ouais. Et que ça représente 30% des ressources fiscales de la ville d'Évreux, c'est-à-dire que vous disiez amen à toutes leurs exigences ou... Pas amen, mais disons qu'on était attentifs. On était attentifs à ce que demandait l'entreprise, qu'on était plutôt facilitateur que empêcheur de tourner rond. Quoi. Ouais, ouais. En clair, les politiques avec GSK ont toujours répondu à leurs exigences sans jamais rien demander en échange. En pleine période de crise, un comble, le maire d'Évreux lui-même s'est senti obligé de leur octroyer un terrain de 6000 m² vendu une bouchée de pain, 40 centimes d'euros du mètre carré, le jour où l'entreprise annonçait son plan de licenciement. Ça se passait pendant le conseil municipal, une délibération plutôt difficile à faire passer. Quelques conseillers municipaux disaient tout de même, l'entreprise vient d'annoncer la suppression de 800 postes. Là, pour 2500 €, on lui propose l'acquisition d'une bande de terrain permettant une sortie véhicule. Est-ce que c'est pas faire un cadeau alors que l'entreprise ne le mérite pas? Ça n'est pas à nous de donner des signes négatifs quant à la présence de GlaxoSmithKline sur le territoire de la commune d'Évreux. Au contraire, c'est à nous de réaffirmer notre attachement à la présence de cette entreprise. Ne donnons pas aux dirigeants de Glaxo Monde installés à Londres le moindre prétexte pour éventuellement prendre la décision de fermer purement et simplement le site. Mais est-ce que, par exemple, pour un terrain comme celui-ci, est-ce que des contreparties sont exigées? Jamais. Il n'y a eu de demande de contrepartie pour la ville d'Évreux à l'époque ou l'agglomération depuis 2001. Bon, jamais. La contrepartie implicite, hein, mais non pas négociée, c'est de voir l'entreprise rester. Le sentiment de se faire un peu avoir, ou pas? Oui, on peut avoir le sentiment de se faire un peu avoir. Oui. Oui, parce que les logiques ne sont pas les mêmes. Hein. Entre un groupe mondial, avec un conseil d'administration mondial, basé dans un pays étranger, avec des actionnaires d'une grande diversité, des grands groupes financiers, etc. Bon, eux, leur logique, vous savez, et pour eux, Évreux, c'est un confetti sur la carte. Sentiment d'impuissance pour le maire de la ville face à ces multinationales. Et pour les salariés de l'entreprise, c'est pire encore.
À la mi-avril, soit un mois avant de savoir qui va être licencié, ils n'ont aucune nouvelle de la direction quant à leurs conditions de départ. Pour Arnaud et ses collègues, une impression d'être quantité négligeable pour le groupe. Arnaud, c'est pas le mec qui t'a parlé hier? Non, c'est pas lui, non. C'est pas lui? C'est pas lui, non. C'est le gros patron. C'est le patron GSK Monde. Gros patron. Cet homme, Andrew Viti, est dangereux. Il veut supprimer le développement pharmaceutique à Glaxo et empochera pour cela une augmentation de salaire. Merci, monsieur Viti. C'est sa seule intervention. Merci. Quels sont vos rapports avec les gens de la direction? Aucun. Aucun. On peut même pas le condamner parce qu'il est tellement loin qu'on ne connaît même pas. Et voilà, c'est même plus un problème d'homme, c'est un problème de système, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est eux qui l'ont créé, leur système. Lui, il est en haut de la pyramide, il est au bon endroit, quoi. Il a l'air sympa, pourtant, comme ça. Ouais, il a l'air honnête. Hein. Il a un sourire. Si ça se trouve, il aime ses enfants. Diplomatique. Hein? Mais pas nous. Nous, on est des pions. Des petits soldats, quoi. Des chiffres. Au revoir, monsieur Viti. On n'est qu'une série de chiffres. Un sentiment d'autant plus désagréable que pour eux, l'histoire semble se répéter. À Évreux, ce n'est pas la première entreprise qui ferme ses portes pour des raisons stratégiques. Arnaud et Sébastien nous conduisent sur une friche industrielle en plein centre-ville, Aspocomp, un fabricant de circuits intégrés. À l'image de GSK, cette usine a fait travailler plus de 2000 personnes pendant 20 ans. Elle s'est débarrassée petit à petit de sa main-d'œuvre. Elle aussi a été très largement aidée par les pouvoirs publics. Et voici ce qu'il en reste. Donc on était 550 à travailler en 2002 là-dedans. Tous étaient licenciés. Et j'ai mon père qui a travaillé dans cette boîte-là. Je me souviens encore rentrer sur le site pour aller bosser. Donc deuxième plan de licenciement. L'histoire se répète à nouveau pour vous? Ça recommence, ouais. Mais on est beaucoup dans ce cas-là, chez Glaxo. Avec d'ici, quand on a commencé ici, on était ici et on est pas mal à être arrivé là-bas, quoi. Donc si toutes les boîtes ferment comme ça, pour retrouver du boulot dans la région... Oh non, c'est pas possible. Ça risque d'être tendu, quoi. Surtout que c'est toujours pour les mêmes raisons. Et là, les raisons du licenciement, c'était quoi? Pourquoi ils ont fermé? Au début, c'était passé pour un licenciement économique et en fait, ça a été une délocalisation. J'ai été délocalisé en Asie. En Asie? Ouais. Tout est cassé là-dedans. Ce qui est d'autant plus choquant pour eux, c'est qu'ils savent qu'à 300 km de là, à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, une nouvelle usine ouvre ses portes. Et incroyable, ce bâtiment flambant neuf est une future unité de production du groupe GSK. Madame Ressman, la future directrice du site, est très fière de nous faire visiter ce petit bijou de technologie. Vous avez vu, c'est beau quand même, hein. Tout moderne, tout beau. En Europe, c'est une des usines, ce sera une des usines les plus performantes? Ça sera une usine les plus modernes, oui. Qui a été construite tout d'un seul morceau, parce qu'il y a des usines où il y a eu des réaménagements de fait au fur et à mesure. Mais construire une usine complètement comme ça, toute neuve, en une seule fois, c'est rare quand même. Donc rare. Ça, on a vraiment de la chance. Hein. Ce côté-là, c'est bien. Et le groupe pharmaceutique n'a pas lésiné sur les moyens pour bâtir cette usine. Ici, ils veulent être à la pointe de la technologie pour rafler le marché des vaccins, celui contre le cancer du col de l'utérus notamment, un traitement dans lequel les femmes mettent beaucoup d'espoir. 3 ans de travaux pour construire ces unités de production flambant neuves. Et d'ici 2012, ce sont près de 300 collaborateurs qui travailleront sur le site. Vous êtes combien de flacons comme ceci sortiront de vos usines? On aura une capacité d'à peu près 250 millions d'unités, flacons et seringues confondus. D'ici combien de temps? D'ici 2012. 2012, quand on sera complètement opérationnel, quand tout aura démarré. 250 millions de vaccins par an et un projet faramineux de plus de 17 hectares construit au beau milieu des champs. Si GSK a choisi ce site, c'est qu'il se situe près du siège de la division vaccin du groupe en Belgique. Mais pas seulement. Ici aussi, les pouvoirs publics ont été très généreux. Les pouvoirs publics ont beaucoup investi pour une usine comme celle-ci? Je ne sais pas ce que vous appelez beaucoup, oui. Non, je sais pas. Enfin, on a une subvention qui correspond à peu près à 13 millions d'euros. Sur un investissement qui est de 550. Nicolas Stevenard, directeur financier du site. Bonjour. Allez-y, il a un très joli bureau. Le détail des subventions. Le détail des subventions. On y va. 13 millions. 15 ou 14. C'est rigolo, ça me fait des vacances.
Alors, le détail des subventions. Donc, on avait 14 millions de prévus et on a reçu à ce jour 6,9 millions. D'accord. Ces subventions pour un groupe comme GSK, c'est important? Ah oui, c'est vraiment significatif. On s'est engagé en fait à embaucher 307 personnes et ça représente à peu près 11 000 € par personne. D'accord. Donc c'est quand même effectivement significatif. C'est significatif, ouais. Ouais. Les subventions ont été un plus par rapport à tout ça. Ça n'a pas été le facteur déclenchant, mais ça a été un plus qui a surtout montré l'envie qu'avait la région et l'État français d'aider les industries à s'installer en France. Je crois que ça a été plus ça. 300 emplois créés pour 14 millions d'euros de subventions, c'est un bon deal pour l'entreprise. Mais alors comment le groupe GSK peut-il justifier un investissement si colossal dans le Nord alors qu'il réduit ses coûts à Évreux? On s'installe ici et on baisse ailleurs. On fabrique sur Saint-Amand du vaccin, qui est un savoir-faire extrêmement particulier, qu'on ne peut pas implanter dans n'importe quelle condition, n'importe où. Et le projet Saint-Amand est un projet qui maintenant date de 3 ans, le projet d'Évreux est un projet qui date de moins d'1 an. Donc il n'y avait pas de coordination de temps. Il ne faut pas oublier cependant que, bien sûr, dans le cadre du plan d'accompagnement, il y a bien évidemment toutes les offres d'emploi ouvertes à Saint-Amand sont proposées aux collaborateurs d'Évreux avec des aides à l'installation et des aides à la mobilité, bien évidemment. Et pourtant, dans ce document interne, nous découvrons que très peu de postes sont proposés aux salariés d'Évreux sur le site de Saint-Amand-les-Eaux. 13 au total, essentiellement des emplois d'ingénieurs ou de responsables. La raison se trouve dans une convention signée entre GSK et la ville de Saint-Amand-les-Eaux. Elle stipule que l'entreprise doit s'appuyer sur le service emploi de la communauté d'agglomération pour sa politique de recrutement. En clair, embaucher en priorité les gens de la région pour les postes à faible qualification. C'est à ce prix seulement que le groupe GSK a pu décrocher dans le Nord une subvention de 14 millions d'euros. Le prix à payer pour la région Nord-Pas-de-Calais pour créer des emplois. Ici, le taux de chômage est un des plus élevés en France, 11% de la population. Alors pour le député maire de Saint-Amand-les-Eaux, l'arrivée de GSK, c'est du pain béni. Seulement voilà, 300 emplois créés à Saint-Amand contre 700 perdus à Évreux, le maire communiste ne peut que condamner. Eh oui, c'est une situation anormale, injustifiable. Alors j'en connais pas les raisons particulières là-bas, mais moi je suis contre toutes les suppressions d'emplois dès qu'elles ne sont pas justifiées. Et si l'histoire d'Évreux se répétait à Saint-Amand-les-Eaux? L'élu affiche une parfaite confiance. Eh ben, il y aurait un président de la communauté d'agglomération de la Porte-du-Hainaut, un maire de Saint-Amand, doublé, triplé d'un député qui montrait au créneau pour dire que d'abord il faut rembourser l'aide qu'on a apportée et puis pour dire que c'est pas acceptable et que c'est surtout pas économiquement et socialement justifiable qu'un tel investissement ne puisse pas être respecté. Nous, on est pour la loyauté totale, d'un côté comme de l'autre. Le maire de Saint-Amand-les-Eaux joue les fiers à bras. Normal, pour lui, jusqu'à présent, tout se passe bien avec le groupe GSK. Quant au maire d'Évreux, lui, il est parfaitement démuni face à ce grand groupe industriel. Conscient de ses limites, il a décidé d'en appeler au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, accompagné de quelques élus et syndicalistes de GSK, il monte une opération commando. Vous avez un rendez-vous important? Eh bien, on a un rendez-vous à l'Élysée, un rendez-vous façon de parler, puisqu'on s'y invite, de façon à pouvoir aller porter un courrier donc à Nicolas Sarkozy pour demander solennellement et officiellement à l'État, au gouvernement, de s'investir à nos côtés dans ce moment de rapport de force important avec le groupe GlaxoSmithKline. Nous avons un président de la République très réactif, qui parfois tire plus vite que son ombre, donc je ne doute pas que sur ce dossier-là, il soit particulièrement sensible et actif. Depuis l'annonce du plan de licenciement en février, le gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises par les élus locaux sur le dossier GSK, sans jamais proposer de solution. Alors ce matin, le maire d'Évreux prend cette opération à cœur. Il a même imaginé que l'exemple de GSK à Évreux puisse servir de référence à un nouveau texte de loi. Puisque le président de la République veut moraliser le capitalisme, on a envie de dire chiche, et de lui demander à ce moment-là de demander à sa majorité parlementaire d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement la proposition de loi qui avait été déposée sur la restitution sociale. Alors je ne sais pas si le dossier d'Évreux fera évoluer ce sujet-là
d'une façon générale, mais je pense que le dossier d'Évreux peut s'additionner à d'autres dossiers qui ensemble feront bouger les choses. La restitution sociale, c'est demander le remboursement des subventions aux entreprises qui font des bénéfices et qui licencient. Un combat que le maire va pouvoir défendre à l'Élysée beaucoup plus vite que prévu. Vous voulez vous rendre à l'Élysée? Oui. Vous allez nous suivre? Oui, d'accord. D'accord. Ça se passe toujours comme ça quand on va à l'Élysée? Bonne question, votre honneur. C'est la première fois que j'y vais. Bon, donc, je n'ai jamais été invité en ces lieux. Fini les embouteillages, le bus de la mairie file tout droit vers l'Arc de Triomphe à contresens. Et à 2 pas de l'Élysée, un comité d'accueil, un peu particulier, les attend. Bonjour. Une trentaine de CRS encadrent le cortège municipal. Et après un bon quart d'heure d'attente, le maire et 3 représentants syndicaux sont autorisés à marcher vers l'Élysée. C'est parti? C'est parti. Donc, vous-même, 3 représentants syndicaux et toutes les caméras. D'accord, ok. Jusqu'à présent, cette visite à l'Élysée semble parfaitement orchestrée. Et le maire semble confiant. Oh non, pas les chocottes, non. Quand même. C'est chez nous. C'est chez nous. On va à la maison. Tu vas compris un peu en tête ou pas? Non, monsieur. Pas en tête. Si les caméras étaient les bienvenues, maintenant elles ne le sont plus. Et le maire va finalement être surpris de l'accueil qu'on lui réserve. L'entretien ne va durer que 3 minutes. Ça a été rapide puisque en fait j'ai remis donc au chef du protocole ou un membre de cabinet, bon, il ne s'est pas présenté, mais le courrier donc au nom des acteurs d'Évreux. Donc là, nous sommes invités à aller au ministère de l'économie et des finances et particulièrement chez le secrétaire d'État aux reconversions industrielles et à l'économie, là, monsieur Châtel. Et là-bas, nous serons reçus par son cabinet, quoi. Et conduit à l'Élysée, mais invité à Bercy, pour le maire, c'est un moindre mal. Les syndicalistes, eux, sont moins diplomates. C'est honteux, honteux. Si c'était juste venir ici pour avoir nos pièces d'identité, on aurait pu envoyer un fax. Hein. Enfin, ça aurait été plus vite. Michel Champredon, oui. Bonjour monsieur. Voilà donc une délégation de 4 personnes doit être reçue. Oui, c'est ça, oui. Toujours le même accueil et toujours la même attente. Les modalités normales d'organisation quand on arrive au cabinet d'un ministre. La République est stable, l'ordre est maintenu. Dormons tranquille. Pendant 1 heure, le maire et les syndicalistes sont reçus par un conseiller de Luc Châtel, l'ancien secrétaire d'État chargé de l'industrie. Le temps pour eux de défendre leur cause. Quant à savoir si elle sera reprise au plus haut niveau de l'État, c'est une autre histoire. Le conseiller s'est engagé à voir la possibilité de suspendre ou de demander à suspendre le plan social en attendant que les choses soient précisées sur la production des médicaments, même s'il a dit aussi au détour de la phrase, un petit peu en conclusion, face à ces grands paquebots, on a souvent du mal à les faire revenir. Il n'arrive plus à trouver la touche stop, hein, c'était son expression. En même temps, il a dit qu'il en parlerait. En même temps, il a dit que bon, il garantissait rien là-dessus, quoi. Bon, hein. 6 mois ont passé depuis notre tournage et le maire d'Évreux n'a toujours pas eu de nouvelles, ni de l'Élysée, ni du ministère de l'économie et des finances. Il faut dire qu'en matière de subventions publiques accordées aux entreprises, les politiques ont bien du mal à faire leur compte. En témoigne ce rapport commandé par le gouvernement en 2007. Il recense plus de 6000 dispositifs d'aide. Le montant ? 65 milliards d'euros chaque année. Cela représente le quart du budget de l'État.
C'est 2 fois le budget de la défense et un peu plus que celui de l'éducation nationale. Exonération des charges sur les bas salaires, soutien à l'investissement, compensation des 35 heures, aide à l'exportation, autant de mécanismes d'aide qui coûtent très cher aux contribuables. Quant à connaître leur utilité ou leur contrôle, le constat est accablant. Une situation très confuse, mal cernée et au total une absence quasi complète de régulation. C'est Dominique de Villepin, Premier ministre, qui avait commandé ce rapport. Dans une lettre à Thierry Breton, son ministre de l'économie, il s'alarme. Vous écriviez à l'époque à Thierry Breton, après ce rapport, une lettre que je me suis procurée, où le concept est assez dur quand même. Vous dites qu'il n'existe effectivement à ce jour aucun recensement exhaustif des aides publiques aux entreprises. Il est impossible de connaître toutes les aides accordées par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, d'en mesurer la complémentarité et de les évaluer. Une telle situation est préjudiciable pour nos finances publiques. C'est comme un constat extrêmement dur. Oui, c'est le constat qu'au fil des années, les aides se sont multipliées. On sait tous comment sont décidées ces aides en fonction de situations particulières. Les situations changent, on n'en tire pas toujours les conclusions. Les aides se maintiennent. Et nous étions donc arrivés, et nous sommes arrivés à une situation extraordinairement complexe. Et donc, une véritable question sur l'efficacité de ces aides. Ce qui supposait, et c'est également ce qui ressortait de cette réflexion, la nécessité de pouvoir juger des résultats de ces entreprises et de pouvoir éventuellement sanctionner les entreprises qui ne remplissaient pas le contrat, ne remplissaient pas l'objectif. Or, aucun système de sanction n'était prévu. Ce rapport a été remis au début 2007, donc trop tard pour que nous puissions nous-mêmes en tirer profit. Mais je pense que c'est un outil extrêmement utile et sans doute toujours d'actualité pour revisiter ces aides publiques et remettre sur la table le partenariat indispensable entre l'État et les entreprises. Bien sûr, il faut accompagner les entreprises dans leurs décisions d'investissement, dans leurs décisions d'innovation, mais il est normal que nous leur demandions des comptes. Parce que rien n'a été fait pour l'instant. Et je pense que beaucoup reste à faire, donc c'est un sujet qui est d'actualité. Et ce sujet d'actualité va faire débat au Sénat. Fin mai, Robert Hue va défendre une proposition de loi qui permettrait de mieux contrôler les aides publiques. Sur ce sujet, le sénateur communiste serait presque du même avis que Dominique de Villepin. Parce que ça, on n'a aucun retour par rapport à l'efficacité de ça. Aucun retour, et c'est pas rien. C'est pas rien, c'est aucun retour sur une évaluation qui porte, tenez-vous bien, sur minimum 70 milliards d'aides publiques dans les conditions que j'évoquais, c'est-à-dire près du quart des dépenses publiques de la nation. C'est pas des petites sommes, et je considère, et je le dirai à la fin de mon intervention, que nous assistons, si cette loi n'est pas votée, à un véritable camouflage d'État de ce que sont les aides publiques. Dans l'hémicycle, ce jour-là, une pointure du gouvernement assiste au débat. Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président. Alors qu'aujourd'hui, nous assistons à une véritable fuite en avant des aides publiques aux entreprises et aux établissements financiers, alors qu'en 2008, et malgré la crise, les entreprises du CAC 40 ont vu leurs bénéfices augmenter de plus de 12%, la pertinence d'une loi efficace permettrait la transparence, le contrôle et l'intervention des organisations syndicales, des représentants des élus et de l'État qui s'imposent plus que jamais. Plus de 2 heures de débat et une délibération sans appel. 153 contre 187, le Sénat n'a pas adopté. La proposition de loi est recalée par la droite. Les sénateurs de la majorité ont estimé que les subventions publiques étaient déjà parfaitement contrôlées, et notamment par les 48 sénateurs de la Commission des finances. Nous interrogeons Jean Arthuis, son président. Et venez à la Commission des finances du Sénat, vous verrez que nous sommes très engagés dans les missions de contrôle. Chaque membre de la Commission procède à des contrôles sur place et sur pièce. Il n'y a pas de raison de créer un truc bureaucratique, un genre politburo national supplémentaire, dès lors que les commissions des finances, le Parlement en dernière analyse, fait ce travail-là. C'est leur métier, c'est pour ça qu'ils existent. Enfin, c'est pas que pour ça. Une dernière question, je voulais juste citer M. Dominique de Villepin.
en mars 2006 qui est écrit à Thierry Breton. Et sa conclusion était la suivante, il n'existe effectivement aujourd'hui à ce jour aucun recensement exhaustif des aides publiques aux entreprises. Qu'est-ce qui a changé? Tout cela est très bien, mais on vit dans un monde qui est plein de contradictions. Le contrôle, il se passe ici, hein, dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale et essentiellement par les commissions des finances. Mais c'est vrai que chacun des niveaux, les régions, les départements, les municipalités, accordent parfois des aides. Et il n'y a pas une coordination, mais parce qu'il appartient à chacun des niveaux de regarder ce qu'il fait de ses sous. Que chacun fasse ses comptes et l'argent public sera bien géré, peut-être pas si simple. À l'Assemblée nationale, quelques semaines plus tard, des députés communistes remontent au créneau, avec une autre proposition de loi qui, elle aussi, permettrait de mieux contrôler les aides publiques. Seulement voilà, ce jour-là, le sujet ne semble pas vraiment intéresser les députés. L'hémicycle est affreusement vide, comme s'en inquiète le rapporteur de la loi. Il n'y a personne pour débattre. Et pour débattre de choses très importantes, puisqu'il s'agit de propositions liées à la crise et liées à la situation de nos concitoyens, notamment en matière de licenciement, d'emploi et de pouvoir d'achat. Peu de députés dans l'hémicycle et dans les couloirs, les rares que nous croisons n'ont pas de temps à perdre sur ce sujet. Non, parce que on m'attend là. Je reviens tout de suite. D'accord, on vous attend alors. Non, vous voulez bien? Non, merci. Pourquoi? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai un rendez-vous à 11h. Pourquoi? Pour Canal+. Non, mais sur quoi? Sur les aides publiques accordées aux entreprises. Un petit mot, c'est important quand même. D'autres, là, il y a plein de députés. Quant aux députés qui acceptent de répondre à nos questions, ils ne maîtrisent pas vraiment le sujet. Le montant global des subventions accordées aux entreprises l'année dernière, quel est-il? Honnêtement, je ne peux pas vous le dire là sur le champ. C'est surtout du ressort des grandes collectivités territoriales. Hein. Ah là, vous êtes très bien, je ne l'ai pas parce que vous me prenez un peu au débeauté. L'État aussi apporte son concours. 90% je crois des aides publiques viennent de l'État. Non, un peu moins. Le chiffre, je vais être franc, je ne l'ai pas en tête. Si vous me laissez 5 minutes, une fois que j'aurai été saluer le président de Serbie, je viens de vous le dire. Ok, ça marche. Ok. Et nous ne reverrons plus Éric Raoult. Cette proposition de loi a également été rejetée par l'Assemblée nationale. Alors pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il pas de contrôle et pourquoi les politiques se désintéressent-ils de ce sujet? Il n'y a pas un vrai contrôle parce que je crois que ça demanderait des moyens qui n'existent pas. Donc le processus, il est toujours le même. Il y a chantage à l'emploi, promesse d'investissement. Alors que ce soit l'État ou les collectivités locales, on plonge. Il y a évidemment beaucoup de fragilité par rapport à ce chantage. Et puis après, ça marche ou ça marche pas. Industriel vient vous voir, une société vous dit « je vais créer quelque chose ». C'est difficile de dire non, ça va créer tant d'emplois. Donc si vous ne le faites pas, vous n'assumez pas vos responsabilités de développement économique. Et si vous le faites, c'est vrai, il y a un risque que vous fassiez avoir. Mais entre ne rien faire ou prendre un risque, en général, l'attitude, c'est « je prends le risque ». Les politiques ne font rien pour contrôler les aides publiques, mais à quoi servent donc les subventions? Vous allez voir que les entreprises, elles, savent parfaitement les utiliser pour développer leur business, en France comme à l'étranger. Nous sommes à Aix-en-Provence. À quelques kilomètres du centre-ville, la zone d'activité de haute technologie du Rousset. Cette société américaine est implantée ici depuis 1995. Elle fabrique des puces électroniques. Sa richesse, ce sont tous les produits de haute technologie qu'elle développe. Circuits électroniques pour les terminaux de carte bleue, appareils médicaux pour les diabétiques, cartes à puce pour GPS ou téléphone portable. Chaque année, la société dépose plus d'une cinquantaine de brevets et les distinctions et récompenses pleuvent. Seulement voilà, en février dernier, la direction d'Atmel décide de garder ses chercheurs, mais de fermer la totalité de ses lignes de production en France. Plus de la moitié des emplois sont menacés, 850 au total. Alors les élus de gauche comme de droite se mobilisent. Marie Joassin, députée UMP, Jean-Louis Canal, maire PS du Rousset, ou encore Françoise Grossetête, députée européenne de droite. Tous ont contribué au développement de l'entreprise en versant plus de 100 millions d'euros de subventions. Personne n'essaie de tirer la couverture à soi. Tout le monde est très
très pénétré de ce que le maire joue un rôle essentiel. Voilà, le maire, et puis après le président de l'intercommunalité, on puis est sur tous le même les élus. bateau, on ne peut pas se permettre de se diviser sur un sujet Non, pareil. et puis on se divise rarement là-dessus. Vous auriez trop à perdre. Les uns et les autres. Tout le monde a trop à perdre. On a trop à perdre en tant que collectivité, en tant que ressources. Mais ça représente quand même 1300 emplois directs, à peu près le double en tant qu'indirect, avec des gens qui résident à plus de 90% sur le pays d'Aix. On n'a pas le droit de se permettre de se diviser, on est tous ensemble. Et voilà le patron. Voilà le patron. Le patron, le voilà, Jean Vellet. Il a déjà fermé une usine du groupe Atmel à Grenoble en 2006. En janvier dernier, il est nommé par les Américains à Aix. Un mois après, il annonce la fermeture du site. Jean Vellet n'a jamais souhaité communiquer. Nous profitons donc de la présence des politiques pour chercher à comprendre pourquoi il licencie. Ce site n'est plus rentable? J'ai pas dit ça, parce que s'il n'était pas rentable, on ne le vendrait pas. Donc, non, pas du tout. On ne peut pas investir dans tous les secteurs, donc on choisit les secteurs dans lesquels on investit. On n'est pas dans une situation financière négative, on est dans une bonne situation financière et on fait des choix stratégiques d'investissement. Un site rentable qui a fait en 2008 23 millions d'euros de résultats nets. Un site dont le groupe Atmel a décidé de se séparer parce qu'il gagne de l'argent et qui peut donc se vendre beaucoup plus cher. Pour le patron, fermer l'usine, c'est une simple question de stratégie, mais il ne nous en dira pas plus. On peut suivre un petit peu la réunion, le début de la réunion? Non. Pourquoi? Non, parce que c'est une réunion de travail, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Non, n'insistez pas. On pourra vous rencontrer plus longuement après, monsieur Vellet? Pour l'instant, je n'ai pas prévu de communiquer parce que je n'ai pas de matière à communiquer en tant que tel. Le jour où j'aurai de matière à communiquer, je vous rencontrerai avec plaisir. En fait, la production va être sous-traitée en Asie. Le groupe en espère 10 millions d'euros de profits supplémentaires. Ça, c'est la partie visible de l'opération. Mais il y en a une autre. Les brevets développés en France, payés en partie par des subventions, vont repartir pour être exploités à l'étranger. C'est ce que vont nous expliquer deux jeunes chercheurs de l'entreprise. Dans le contexte social, ils ont préféré garder l'anonymat. Donc ça, en gros, c'est les brevets que j'ai déposés depuis 3 ans et demi. Je travaille à Atmel depuis septembre 2005. Ouais, ça fait 3 ans et demi, donc j'en ai posé au total 12 pour l'instant. Donc en gros, ça se présente sous cette forme. En réalité, nous sommes inventeurs. Mais par contre, l'appartenance, la propriété revient à Atmel. Et nous sommes, en tant qu'inventeurs, rétribués pour ce travail d'invention. Vous touchez combien en gros sur un brevet par exemple? En touche des primes, en gros, ça peut aller, donc une fois qu'il est validé, la somme des primes, ça s'élève à en gros 2600 $. Par brevet? À peu près, oui, par brevet. Vous touchez des royalties ou pas? Non. Tout est cédé à Atmel? Ouais. Voilà. Les brevets vont donc repartir aux États-Unis, au siège de la société. Et c'est ce qui pose problème aux élus. Comment une entreprise qui développe des brevets en partie grâce aux aides européennes peut-elle les utiliser à sa guise sans avoir à rendre de compte? Nous avons absolument besoin de brevets européens et qu'ils partent aux États-Unis. Ça, c'est une catastrophe pour nous. Nous avons absolument besoin de garder notre recherche ici, en Europe. Et quand on a la chance d'avoir des établissements comme celui que nous visitons aujourd'hui, c'est quand même très regrettable. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Vous dites qu'il faut retenir les brevets ici, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement sur un site comme celui-là? Vous savez, sur un site comme celui-là, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement essayer de négocier le plus possible avec ceux qui ont à prendre ce type de décision. Mais ici, est-ce que c'est pas trop tard déjà? J'espère. On garde toujours l'espoir. Hein. On garde toujours l'espoir. C'est important. La recherche communautaire. Les responsables politiques financent donc à fond perdu la matière grise nationale. Sur ce sujet-là, Jean Vellet, le directeur d'Atmel, n'a pas souhaité non plus faire de commentaires. Alors nous profitons d'une conférence de presse à Grenoble pour le retrouver. Car il n'est pas simplement directeur d'usine, il est aussi président du MEDEF de l'Isère. Il reçoit ce jour-là Laurence Parisot pour un débat sur l'avenir de l'entreprise. Nous nous y invitons. En ce moment, Est-ce que ça vous semblerait qu'une entreprise comme Atmel, par exemple, que vous connaissez bien, monsieur Jean Vellet, développe des brevets grâce aux subventions européennes, notamment en recherche et développement, et qu'elle délocalise sa production ailleurs qu'en France? Je peux répondre. Je t'en prie. Là, je peux répondre en tant qu'Atmel, parce que c'est un dossier que je connais bien. Dans le cas d'Atmel, c'est exactement par rapport à toutes les dépenses de recherche et développement que nous faisons, le montant des subventions est inférieur à 18%. Donc on a supporté par nos fonds propres 82% en tant que tel. Donc si vous voulez, il y a une contribution de l'État, mais qui est une contribution très limitée en tant que telle. Et les brevets, ce sont des brevets qui sont déposés au nom de la société,
et pas au nom de l'État en tant que tel. Oui, mais qui ont été en partie financés par le... À hauteur de 18%. C'est quand même plusieurs millions d'euros. Il faut faire très attention. Attendez, je vais donner deux chiffres. Moi, je ne suis pas dans une conférence de presse sur ton entreprise en particulier. Donc, on pourra en discuter dans un autre cas. Manifestement, notre question dérange, mais nous voulons en savoir plus. À la fin de la conférence de presse, Jean Vellet reprend sa casquette de directeur de société américaine et finit enfin par nous répondre. On applique ces règles légales et j'ai aucun problème avec ça. Donc vous êtes borné là-dessus un peu. Parce que j'ai pas eu de réponse de votre part. Oui, mais parce que vous en faites un cheval, je dirais, que je ne comprends pas. Donc j'ai du mal à répondre à une question à laquelle je ne comprends pas. Ah bah pour la simplifier, alors est-ce que c'est pas est-ce que des brevets en partie financés par l'Europe ne vont pas repartir aux États-Unis? Est-ce que finalement l'Europe ne finance pas des brevets américains? Est-ce que ma question est assez simple comme ça? L'Europe finance des brevets d'entreprises qui sont des entreprises internationales. Donc les brevets aujourd'hui, ils sont en Europe, mais ils sont aux États-Unis aussi. Rien d'anormal donc pour ce patron d'entreprise qui utilise les aides publiques pour financer sa recherche en France et la faire produire ailleurs. Obtenir des subventions pour une entreprise, c'est devenu indispensable. Alors certaines font appel à de véritables chasseurs d'aides publiques. Éric Martin est l'un d'eux. Cet ancien haut fonctionnaire européen est passé de l'autre côté de la barrière. Vous montez des dossiers bien comme il faut. Aujourd'hui, moi qui suis de l'autre côté de la barrière, j'ai une bonne lecture de ce qui se passe au niveau de l'Europe. C'est une bonne lecture globalement. Je vois quelles sont les politiques financées par l'Europe. Je monte un bon dossier, un petit peu de lobbying et de réseau, et puis j'ai ma subvention. Une subvention est même devenue une source de financement comme une autre. Il est préférable de faire appel à des subventions publiques. Ça permet de ne pas dégager d'argent, de cash de son entreprise. Donc autant qu'elle joue avec l'aide de subventions publiques. Ses concurrents le font. Des politiques qui ont du mal à contrôler les subventions publiques. Des entreprises qui en font ce qu'elles veulent ou presque. Cette opacité donne parfois lieu à des polémiques. Nous sommes à la Souterraine dans la Creuse. L'entreprise s'appelle la Sonas. L'usine fabrique des pièces pour l'industrie automobile. Elle s'est pris de plein fouet la crise financière, des dettes. 17 millions d'euros qu'elle ne peut plus payer. Ses dirigeants cherchent un repreneur. D'ores et déjà, plus de 90 emplois sont menacés. Pendant 6 mois, les ouvriers ont été mis au chômage partiel et ont dû supporter une baisse de revenus de plus de 20%. Alors le conseil régional du Limousin a décidé de les aider en attribuant à la société une aide de 200 000 euros. Seulement voilà, cette aide n'a pas vraiment profité aux ouvriers. Un mystérieux coup de téléphone a mis le feu aux poudres. Alors, on a eu un petit coup de téléphone anonyme nous disant qu'il fallait voir un petit peu les primes. Les banquiers étaient des voleurs, mais qu'il fallait un petit peu regarder les primes de nos cadres. Et justement, on va venir sur ces 200 000 euros. Les régions a subventionné Sonas de 200 000 euros. Et on a appris justement par ce coup de téléphone anonyme que nos chers cadres se sont partagés une petite somme de primes supra de 200 000 euros. C'est bien dommage parce que toucher des primes comme ça quand on sait qu'il y a eu des ouvriers qui ont été à la limite de crever de faim chez eux, je dis que faut pas s'aimer pour prendre des primes comme ça. Surtout quand on sait le salaire d'un cadre, le gars il est pas au SMIC. Donc bon, se ramasser des primes comme ça, je dis que c'est inadmissible. C'est des mecs, si on avait su exactement qui avait touché ça, on aurait été les voir, on a dit, tu vois, la porte, elle est par là. T'as plus rien à foutre chez nous. L'aide de 200 000 euros est en fait un prêt à taux zéro, remboursable sur 5 ans. Il a été attribué par le conseil régional, sans aucune contrepartie. Aujourd'hui, son président, Jean-Paul Denano, s'en mord les doigts, mais trop tard pour intervenir. Moi, je pense que c'était pas utile de verser cette prime au cadre dans le contexte. Ça aurait pu attendre un peu quelques temps que la situation se redresse, que la reprise soit faite, etc. Bon, ceci dit, moi j'en tiendrai compte lorsqu'on regardera la question du remboursement. Manifestement, c'est contractuel, hein, donc il n'y a rien à dire sur le plan du droit, mais il y a à dire sur le plan des principes. Donc il y a d'ailleurs certains cadres qui ont refusé. Donc, ce qui prouve bien que c'était possible de refuser. Mais vous savez, hein, la situation aujourd'hui, c'est un peu sauf qui peut, quoi. Hein.
Aujourd'hui, tous les ouvriers gardent le goût amer de cette prime distribuée aux cadres grâce aux subventions publiques. C'est la folie, quoi. Ils nous mettent au chômage et puis ils touchent une grosse prime comme ça. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Vous avez ressenti quoi? Bah, c'est comme s'ils nous poignardaient dans le dos, quoi. Ils se sont goinfrés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, sans contrôle bien entendu des pouvoirs publics, et pour finalement partir à la plage. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est de l'écœurement, il n'y a aucun contrôle, c'est même pas du capitalisme sauvage, c'est du banditisme. Mais alors comment les cadres de l'entreprise qui ont touché cette prime se justifient-ils? Au premier étage de ce bâtiment, le bureau du directeur. Nous décidons de le rencontrer, mais à première vue, il n'est pas très loquace. Vous allez bien? Ça va, bonjour. On était dans la rencontre. C'est plus calme qu'aujourd'hui. Hier. On voulait savoir si on pouvait vous voir rapidement, faire une petite interview. Non, je ne donne pas d'interview. Il ne souhaite pas communiquer, mais nous invite à rencontrer un autre cadre de l'établissement. Lui aussi va décliner notre offre. L'administrateur judiciaire refuse qu'on fasse des interviews. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que on est en crise, donc... Même si on diffuse... Non, c'est un niet absolu, donc... On peut aller dans votre bureau? 5 minutes, alors. 5 minutes, pas plus. Dans son bureau, il va reconnaître avoir touché des primes. Son explication va être des plus cyniques. Nous tournons à son insu. Combien de personnes ont touché ça? Il y a 13 personnes à peu près. Parce qu'il y en a eu qui n'en ont pas eu aussi. Il y en a eu qui ont eu 0. Donc il y avait sur les nombres d'éligibles, je crois qu'il y a eu 1, 2, 3 personnes qui ont dû avoir 0. 3 personnes qui n'ont rien eu. Qui n'ont rien eu, soit parce qu'ils ont été sortis aussi avant la fin. Il y a un gars qui était sorti, il y en a un gars qui a démissionné, comme ça aussi. D'accord. Mais on n'a pas versé 200 000. Hein. On est largement en dessous des 200 000. 80, on m'a dit. Ouais, c'est ça. 80, c'est ça. Ces eaux-là. Et vous avez touché? Oui. Vous touchez combien? Non, je vous dirais pas. Je vous dirais pas que j'ai pas touché, ça serait menti. Non, j'ai touché, oui, tout à fait. C'est contractuel, donc c'est dans le contrat de travail. Donc de toute façon, le risque, c'est que quelqu'un... à la limite, si on versait rien par rapport à quelqu'un qui a atteint ses objectifs, il pourrait très bien aller au prud'homme les réclamer. Hein. Parce que c'est contractuel dans son contrat de travail. Ceci dit, c'est vrai que, bon, l'opportunité, effectivement, je comprends que ça puisse... Faire tiquer un peu... Ouais. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces primes versées aux cadres, en partie grâce aux aides de la région, n'ont rien d'illégal. En 2009, les aides versées par l'État et les collectivités territoriales devraient atteindre les 70 milliards d'euros. Aucune loi, à ce jour, n'a été votée pour les contrôler.